Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la Cour constitutionnelle qui confirme ses propres chiffres au sujet de la présidentielle du 11 avril dernier. Le duo Talon Talata sacré vainqueur de la compétition face aux deux autres paires de candidats. Vous connaissez déjà le score, environ 90% des voix exprimées. Nous allons suivre un bout de délibéré de la Cour dans ce journal. Le gouvernement au chevet des sinistrés du marché d'Antokwa frappé par un incendie le 4 avril dernier. C'est le ministre Alassane Seydou qui est allé faire un tour sur les lieux pour apporter du soutien du gouvernement. Retour sur son passage hier sur les lieux du sinistre dans ce rendez-vous de l'information. Et puis, deuxième moitié du mois d'avril, c'est déjà le temps des révisions pour les élèves des classes d'examen dans les établissements scolaires privés et publics, qu'ils soient primaires ou secondaires. Ulrich Gaba a conduit une équipe qui a actionné des classes dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Les cœurs sont à l'ouvrage en attendant la date des examens de fin d'année. Merci de venir aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Du pareil au même, rien n'a changé au niveau des résultats provisoires et ceux définitifs concernant la présidentielle passée au Bénin. La Cour constitutionnelle de Joseph Diogbenou vient de confirmer ses propres résultats. Patrice Talon et Mariama Tchabitalatazime sont officiellement et définitivement élus président et vice-présidente du Bénin avec un score que vous connaissez déjà, voisinant les 90% des voix exprimées. Je vous invite ici à suivre un moment la proclamation des résultats définitifs, tout à l'heure même au siège du juge constitutionnel. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'au terme de l'article 49, alinéa 1 à 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2
de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3 alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5 dit que conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. Ont signé Madame Cécile Marie-Josée de Dravo Zinoukoui, M. Razaki Amounda Issifou, André Katari, Fassassi Mustafa, Sylvain Mouati, Rigobert Azon et Joseph Djobé. L'audience est levée. Autre échéance électorale tenue, mais loin du Bénin, direction le Cap-Vert. On ne connaît pas encore là-bas les résultats des législatives du dimanche. En attendant, la délégation de la CEDEAO partie pour l'observation du scrutin meuble autrement son agenda. Elle est allée rendre visite au chef de l'État capverdien, à José Carlos Fonseca. Ils ont fait le point de ce qu'ils ont pu observer au sujet du processus électoral. Deux chefs de la délégation en ont rendu compte à la presse qui les a accompagnés. Pour Canal 3 Bénin, c'était Christian Dadedjan et Elvis Tonoukway. C'est une visite qui intervient 48 heures après les législatives du dimanche 18 avril 2021. À la présidence de la République, Désiré Kadré Ouedraogo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO au Cap-Vert, s'est entretenu avec le président José Carlos Fonseca, avec lequel il a examiné les conditions de déroulement du processus électoral et les observations de la mission. Nous avons exprimé au président de la République toutes nos félicitations au peuple capverdien pour le caractère paisible, transparent et consensuel de ces élections. Et nous avons nous-mêmes constaté dans nos rapports que tout s'est déroulé de façon parfaite. Ces élections sont une victoire de tout le peuple capverdien et sont une victoire pour la CEDEAO. Des 6 partis politiques en lice, 3 se partagent les 72 sièges de l'Assemblée nationale. Le MPD, parti au pouvoir, remporte les élections face à son principal adversaire, le PAICV. Sans contestation ni violence, les résultats sont acceptés. Et le Cap-Vert, une fois encore, renvoie à la communauté internationale l'image de pays de paix et de démocratie qui lui est reconnue. Nous avons été encouragés parce que le président de la République nous a assuré de l'implication du Cap-Vert dans le processus électoral. Il nous a dit que le Cap-Vert ne ménagera aucun effort pour que sa contribution au sein de la CEDEAO soit une contribution pleine et entière. Nous-mêmes, c'est ce que nous avons souhaité et nous avons eu l'occasion de remercier le président de la République pour son intervention personnelle à la consolidation de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La présence de la CEDEAO au Cap-Vert contribue également au renforcement des liens de coopération. Ces législatives ont permis à la mission d'observation électorale d'aborder avec les autorités capverdiennes les questions de développement des États dans les domaines d'intervention de l'institution sous-régionale. Vous savez qu'aujourd'hui, la piraterie maritime envahit nos eaux. Le Cap-Vert étant un grand pays insulaire, avec une belle façade maritime, abrite
le centre maritime de sécurité. G. Il y a le mémorandum d'entente entre le Cap-Vert et la commission qui doit être signé. Donc j'ai échangé avec le ministre des Affaires étrangères de quelques difficultés que nous avons. J'en ai rendu compte au chef de l'État qui nous a rassuré que des dispositions vont être prises pour que ce MOU-là soit signé et que le personnel dédié soit en place pour que l'architecture de sécurité maritime dans la région soit effective. L'archipel, arrivé au bout du processus électoral, vient de gagner le pari de la bonne organisation des élections dans l'espace CEDEAO. Le 17 octobre 2021, les Cap-Verdiens iront une nouvelle fois aux urnes pour élire leur président. Et puis, il faut le dire, la mission d'observation de la CEDEAO a fini son job, c'est pourquoi elle a fait le déplacement. Son chef, vous l'avez entendu, par la voix de Christian Dandéjan, Désiré Kadri Ouédraogo, a fait une déclaration préliminaire sur les observations faites. Pas grand-chose qui puisse entacher la crédibilité du scrutin du dimanche. Je vous propose de le suivre dans son compte rendu à la presse. La mission a noté que le scrutin du 18 avril 2021 s'est déroulé dans des conditions de liberté et de transparence remarquables. Ces élections législatives constituent encore une fois une étape importante dans la consolidation des acquis démocratiques du peuple cabo-verdien et démontrent la maturité de toutes les parties prenantes et le bon fonctionnement des institutions de la République. La rapidité et la transparence dans la transmission et l'annonce des résultats provisoires, comme annoncé sur le site officiel de la Direction générale d'appui au processus électoral, reflètent la maîtrise du système électoral mis en place et la parfaite connaissance des procédures et des textes, ainsi que de la confiance entre les acteurs du processus électoral. À ce stade, la mission se réjouit des efforts mis en place par les autorités et organes en charge des élections pour la bonne tenue de ce scrutin. La mission félicite le peuple cabo-verdien pour son comportement démocratique exemplaire et le calme observé tout au long du processus électoral. La mission estime que la tenue de cette élection dans la convivialité, le consensus et le caractère inclusif est une victoire supplémentaire, non seulement pour le Cap-Vert, mais aussi pour la région de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Cet exemple de démocratie, à l'expression libre et pacifique, doit servir de partage dans l'espace CEDEAO. La mission saisit cette opportunité pour remercier les autorités cabo-verdiennes pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le déploiement de la mission d'observation. Enfin, la mission invite les experts régionaux et en particulier le réseau des commissions électorales de l'Afrique de l'Ouest, RESAO, à prendre les dispositions adéquates pour initier une étude et mieux comprendre le fonctionnement du système électoral cabo-verdien et à tirer les bonnes pratiques et à s'assurer du partage de cette expérience à travers toute la région. Retour au pays pour vous parler de la compassion du Parti Bloc républicain aux soldats blessés pendant les accrochages d'avant la présidentielle dans les collines. C'est le ministre d'État Blaise Biotchané, directeur de campagne par ailleurs du duo gagnant et des députés qui sont allés au nom du parti à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou voir les soldats. Clément Tchadé, Henri Conti. La situation des soldats blessés lors des violences préélectorales préoccupe le Parti Bloc républicain. Ce mardi, une forte délégation du Parti du Cheval gagnant est ici à l'hôpital d'instruction des armées pour présenter les compassions du Parti Bloc républicain à ses militaires. Occasion pour le ministre d'État accompagné des députés et autres responsables du parti d'échanger directement avec ces soldats qui reçoivent ici des soins nécessaires. Salle par salle, la délégation du parti a apporté son soutien à ces soldats qui ont bravement défendu la République. Nous sommes ici cet après-midi, mes amis du Bloc républicain et moi, pour voir les soldats blessés, leur exprimer la compassion
de tous les membres du parti et surtout leur souhaiter prendre guérison après ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils viennent de traverser. Et ce que nous avons vu atteste vraiment de la gravité de ce qu'ils ont subi. Exprimer le soutien du parti à toute l'armée et nos encouragements et notre soutien au personnel soignant de cet hôpital qui s'occupe si bien d'eux. Au nom des membres du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biokane et sa délégation ont promis suivre de près l'évolution des soins de ces soldats ayant loyalement servi la nation. Le leader du parti du Cheval Gaillan affirme que la justice fera son travail conformément aux dispositions légales pour que les auteurs de ces événements soient identifiés et punis. C'est une occasion pour nous parce que nous avons eu à l'intérieur de nos partis certaines personnes, certaines personnalités qui ont été atteintes dans leur chair par les événements qui se sont passés, les incidents qui se sont passés. Et c'est important que nous prenions les dispositions pour que cela ne se répète pas dans notre pays. Pour que les débats politiques, les discussions, parfois les disputes politiques n'atteignent pas ce degré de violence. Nous espérons que les personnes les plus intéressées par la suite de ces événements, notamment la police, notamment la justice, feront ce qu'il faut pour identifier ceux qui ont participé à ces violences-là et leurs commanditaires, bien sûr, et prendre les dispositions pour que cela ne se répète plus. Le bloc républicain compte revenir le plus tôt possible pour réitérer son soutien à ces soldats considérés comme des héros. Le parti entend par ailleurs jouer sa partition pour que de pareils événements ne se reproduisent jamais au Bénin. Autre moment de compassion, cette fois-ci du gouvernement entier. C'est à l'endroit des sinistrés du marché d'Antokpa. Vous vous rappelez certainement que le 4 avril dernier, le plus grand marché du Bénin a connu un incendie qui a ravagé des dizaines de hangars, réduisant en cendres les labeurs de plusieurs années de nombreux hommes et femmes d'affaires. Le ministre de la décentralisation était là-bas hier pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Titi Godalo et Lorek Gaba. Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale au marché d'Antokpa à Cotonou. L'autorité est allée constater les dégâts enregistrés lors de l'incendie du 4 avril dernier qui a tout ravagé sur son passage. En sa qualité de ministre de tutelle, il apporte ainsi le soutien du gouvernement aux sinistrés. J'ai tenu à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur apporter aussi le soutien du gouvernement. La démarche de l'État envers ces personnes affectées est salutaire. En témoignent les propos de remerciement des bonnes dames du marché à l'endroit du ministre Alassane Seydou. Le dossier tient à cœur au gouvernement et des mesures urgentes seront très bientôt prises pour soulager les peines des sinistrés, rassure l'autorité. Le message qui nous a amené, c'est que le président de la République, qui est en train de faire tout, nous a promis de nous aider. Comme c'était passé, pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et le Saint-Esprit leur inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. En attendant de voir les choses s'améliorer de leur côté pour la reprise de leurs différentes activités, l'autorité convie les sinistrés au calme et à la sérénité pour l'atteinte des objectifs. Du financement de l'Union européenne pour la compétitivité des entreprises à Cotonou. C'est grâce au projet Soutenir l'entreprise initié conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Eurocham, une plateforme des entreprises européennes basée à Cotonou. La bonne nouvelle est tombée et officialisée aujourd'hui même. Voici le compte rendu de Naki Balagbe et d'Eder Nkwabi à ce propos. Voici l'acte qui consacre l'entrée de plein pied dans la phase de mise en œuvre du projet Soutenir l'entreprise. Il a consisté en la signature d'un contrat de subvention de l'Union européenne pour l'opérationnalisation du dit projet, lequel est inspiré et porté conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et Eurocham, en tant que creuset de la communauté des entreprises européennes basée au Bénin. Cette signature de contrat de subvention témoigne de l'engagement du gouvernement
à travers le ministre de l'Économie et des Finances, à accompagner les initiatives réelles d'impact sur le secteur privé. Nous avons souhaité créer ce projet afin de soutenir les entreprises béninoises à travers la certification et la plateforme qualité qui était déjà mise en place par la CCI du Bénin, mais qu'on va pérenniser. Et on a choisi 2 volets supplémentaires qui sont le rapprochement entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise afin d'orienter les jeunes vers les secteurs porteurs. Le dernier volet concerne la formation professionnelle afin de valoriser des corps de métier qui ont besoin d'appui au niveau de la formation technique, mais aussi de la formalisation de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va faire à travers ce projet. Le projet se veut, dès lors, la résultante d'une vision clairement exprimée par le gouvernement du Bénin et soutenue par l'Union européenne pour faire du secteur privé un partenaire stratégique en vue de la transformation structurelle de l'économie en général. À l'issue donc d'un dialogue structuré entre les différents acteurs, c'est-à-dire Eurocham, CCIB, l'Union européenne et l'UTFED qui représente le ministère de l'économie et des finances, il a donc été dégagé des ressources sur le programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement à hauteur de plus de 579 millions de francs CFA pour soutenir cette initiative et assurer qu'elle soit effectivement opérationnelle. Un secteur privé dynamique et compétitif revêt d'une importance cruciale pour le développement économique d'un pays. C'est dans cet objectif que les projets soutenus à l'entreprise essaient de contribuer à stimuler la création de nouvelles opportunités d'affaires et d'améliorer les compétences des entreprises en vue d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi afin de favoriser une croissance inclusive et durable. Soutenir l'entreprise va permettre à moyen terme la création de nouvelles opportunités d'affaires, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, de même qu'elle pourra favoriser une croissance inclusive et durable. Parlons maintenant de cette activité de l'Association nationale des communes du Bénin au profit des femmes et filles vulnérables. C'est en fait une formation initiée à leur endroit sur les procédés de formation et de transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Une initiative répondant à l'esprit du projet de promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus. Ali Moumouni. À l'arrivée du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Lucas Tropo, à la mairie de Zé, c'est un groupe de femmes en liesse qui l'accueille. L'occasion est une cérémonie conjointe de lancement officiel du projet de la promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus et de la formation des femmes et filles vulnérables sur les procédés de transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Et ces dames bénéficiaires de l'initiative n'ont pas manqué d'exprimer leur joie dans leur chant. Le projet de la promotion de l'économie locale à travers le développement des activités génératrices de revenus vient en réponse à la crise sanitaire mondiale qui continue de faire des victimes. Ce projet mis en œuvre par l'ANCB est financé par l'Organisation internationale de la francophonie grâce à son fonds de solidarité dénommé la francophonie avec elle. En effet, les études ont montré que les femmes et les filles en situation de vulnérabilité sont les premières victimes lors des crises. Il fallait donc agir rapidement et de façon solidaire face à la pandémie du Covid-19, dont les victimes, aussi bien sur le plan sanitaire que socio-économique, sont innombrables. Je voudrais donc féliciter l'OIF pour la mise en place du fonds de solidarité dénommé la francophonie avec elle, qui permet à la NCD de mettre en œuvre le présent projet. L'objectif principal du projet est de promouvoir l'économie locale à travers la professionnalisation et la formation des femmes rurales et vulnérables dans les activités génératrices de revenus. Pour cette phase, elles sont 45 femmes et filles retenues dans les 3 communes bénéficiaires, à savoir Aplahoué, Glazoué et Zé. Cela montre combien vous êtes chanceuse de bénéficier des appuis techniques et financiers prévus dans le cadre de sa mise en œuvre. Notre objectif est de vous donner d'une part
les connaissances techniques et managériales pour entreprendre et d'autre part, les ressources financières d'une enveloppe de 50 000 francs CFA chacune pour entreprendre l'activité agroalimentaire ou cosmétique de votre choix. Au cours du mois de janvier 2021, nous avons bénéficié de la présentation du projet par une délégation de l'ANCB. Les objectifs et les résultats attendus du projet sont très clairs et le projet répond aux besoins réels des femmes et filles vulnérables de la commune de Zé. Notre engagement à la mise en œuvre du projet s'est matérialisé par la présélection des bénéficiaires du projet et cet engagement y sera durant toutes les phases de mise en œuvre du projet. À la suite de la formation sur les procédés de transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques, les femmes et filles bénéficiaires du projet suivront également des modules sur la gestion financière et l'accès à l'informatique par les canaux numériques. C'est déjà les révisions, pour ne pas dire pratiquement la fin de l'année scolaire dans les établissements publics comme privés. Moment idéal pour ceux qui vont à l'examen de se consacrer à la maîtrise des notions mal ou pas du tout ingurgitées. À Boumé-Calavi et Cotonou, les écoles et collèges surtout sont à la tâche de la révision. C'est Ulrich Gaba qui est allé surprendre quelques-uns justement aidant les apprenants à mieux réajuster leur niveau avant les examens de fin d'année. Voici son constat dans ce reportage. C'est la dernière ligne droite dans les établissements et complexes scolaires du Bénin. Dans la plupart des écoles publiques et privées, le programme établi pour l'année académique 2020-2021 est déjà bouclé. L'heure est à la révision pour aider les candidats à divers examens de fin d'année à mieux se préparer pour affronter les épreuves nationales. Déjà à notre niveau, les matières dans lesquelles les enfants ont terminé le programme, les professeurs ont déjà commencé par utiliser leur banque d'épreuves, des anciens examens et aussi des évaluations des autres collèges. On les prend collectivement, mais individuellement aussi pour voir leur tas, parce qu'il y a différents examens blancs qu'on organise. Et chaque école le fait au niveau de l'UP. Nous le faisons aussi pour voir dans quelles conditions on peut aider les enfants qui n'arrivent pas à réussir. Aujourd'hui, on a constaté que les enfants n'apprennent plus comme cela se doit les leçons. Donc, à travers les séances de révision, en traitant les épreuves, ils arrivent à mieux assimiler un peu les notions enseignées en classe. L'école et la maison doivent se donner la main. Si le travail qui est fait à l'école n'est pas suivi à la maison, forcément, le résultat ne sera pas bon. Les parents n'ont qu'à venir de temps en temps aussi, voir si les enfants sont réguliers à l'école, voir si régulièrement, s'ils suivent les cours, vraiment, ça nous ferait plaisir. C'est une période sensible pour apprenants, enseignants et parents d'élèves. Tout le monde est focalisé réussite, la pression monte à tous les niveaux, le stress s'invite chez certains. Et pourtant, c'est le moment d'harmoniser le programme d'études en tenant compte de l'aération du cerveau de l'apprenant. On doit veiller également à leur santé. Et donc, pour qu'ils soient bien portants, pour mieux rendre. Donc, ça sont les aspects que souvent, nous ne négligeons pas. D'autant plus que les enfants sur un rythme qui n'est pas habituel. Donc, il leur faut nécessairement, il faut que les parents essayent de voir leur santé. Quand les enfants ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas suivre ce que nous faisons actuellement. Donc, ça fait un. De deux, il faut que les parents suivent de près ce que les enfants font actuellement. Parce que beaucoup se livrent à certains jeux. On tombe souvent sur des enfants qui ont des difficultés qui ne sont pas d'ordre intellectuel. On a par exemple des enfants qui ne mangent presque pas, qui ne mangent pas à leur faim par exemple. Un enfant avec un ventre creux, c'est difficile de lui demander de réussir tout ce qu'on attend de lui. Comment l'enfant est nourri? La sous-nutrition peut empêcher l'enfant de déceler. Mais la surnutrition aussi, la suralimentation aussi. Et parmi les autres besoins, il y a le repos, il y a le sommeil.
Cette période de révision, qui constitue le tremplin pour les épreuves nationales, est aussi le lieu de prodiguer de sages conseils aux apprenants et aux parents. La veille sanitaire et les besoins vitaux doivent être pris en compte pour aider les apprenants à mieux assimiler les notions acquises en vue d'un bon rendement. L'apprenant ne doit pas être tout le temps être collé à son cahier sans pour autant avoir un temps de loisir, parce que le cerveau, jusqu'à un moment, à des moments donnés, a besoin d'être aéré par des loisirs sains. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est un planning. Un planning pour pouvoir gérer le temps qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour apprendre, un temps pour faire ses travaux domestiques, un temps pour le jeu, tout ça là de façon synchronique avec l'emploi du temps de l'école. C'est avec impatience que les apprenants attendent le jour de composition, mais ils vont devoir encore attendre pour finir l'année scolaire avec tous les examens blancs prévus afin de s'auto-évaluer. Pour plusieurs écoles, c'est le moment de préparer le bon taux de réussite et les meilleures mentions. Le Bénin dresse le bilan de sa lutte contre le paludisme qui fait des ravages depuis des siècles sans une solution définitive appropriée. C'est en dépit des multiples actions menées, par exemple la célébration d'une journée nationale dédiée à la lutte. C'est tous les 25 du mois d'avril. Et pour cette 14e fois, le gouvernement compte bien rendre compte des résultats de ces initiatives dans ce sens. À quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, s'active pour honorer ce rendez-vous de sensibilisation sur les causes, les signes, le traitement et la prévention du paludisme. C'est pour marquer la lutte que nous menons face à ce fléau. L'humanité a décidé de retenir une date. Nous profitons souvent de cette journée-là pour intensifier la sensibilisation et sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette 14e édition, les manifestations se déroulent autour de 3 axes majeurs et c'est la commune d'Avrancourt qui va abriter les activités officielles de la journée au plan national dont le thème est « Zéro paludisme, un trait sur le paludisme ». Nous voulons célébrer cette journée dans la zone sanitaire à Diara, à Avrancourt, à Promissété. À cet effet, il est prévu de faire un plaidoyer auprès des élus communaux pour l'implication effective dans les activités de lutte contre le paludisme. Il y a les symposiums, il y a les tables rondes, il y a les campagnes de salubrité que nous allons faire à l'ADI. Au regard des conséquences fâcheuses du paludisme et dans le but d'épargner la population en général, et en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, considérés comme les personnes les plus vulnérables, le Bénin en croisade contre cette maladie depuis plusieurs années déjà s'est doté de plusieurs stratégies de défense contre le fléau. Mais où en est-on actuellement dans ce combat? Tout ce que nous avons mis en place au niveau national ont permis d'avoir quelques résultats en termes d'amélioration. Si je prends l'incidence du paludisme dans les formations sanitaires, nous avons constaté qu'en 2018, on était à 18,8%. En 2019, on est passé à 20,8%. Et en 2020, ça a descendu un peu à 17,6%. Chez les enfants, c'est le même comportement de chiffres. Ça veut dire qu'au niveau du système, les aptitudes et les pratiques des agents de santé ont changé positivement dans la prise en charge du paludisme, conformément à la politique nationale de lutte contre le paludisme. Et le gouvernement a pris l'engagement, accompagné des différents partenaires, de mettre à disposition de toute la population des moustiquaires tous les 3 ans. En dehors de cela, nous avons des actions de prévention par les médicaments. En attendant la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la coordonnatrice du programme national prodigue quelques conseils aux populations en cette période de recrudescence de la maladie. Nous abordons de plein pied la saison des pluies
La saison des pluies étant une saison de forte transmission, les conseils que nous avons à donner à la population, c'est déjà de dormir sous moustiquaire, imprégné d'insecticides à longue durée. En dehors de ça, il faut éviter également que les moustiques émergent. Et pour cela, il faut détruire les gîtes autour des maisons, les gîtes larvaires. Donc, les endroits qui assurent le développement des moustiques, il faut les détruire. C'est des petites boîtes remplies d'eau, des pneus, des petits trous où peut y avoir de l'eau stagnante. Donc il faut essayer de les détruire pour éviter qu'il y ait plus de moustiques qui n'émergent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous avons parlé de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du dimanche, surpassée par la Cour constitutionnelle. C'était aujourd'hui même. Rien de nouveau sous le soleil. La structure dirigée par Joseph Djogbenou a confirmé ses propres chiffres qu'elle avait annoncés provisoires il y a quelques jours seulement. Nous sommes allés constater ce à quoi se consacrent les établissements publics comme privés ces derniers temps. Dans les villes comme Cotonou et Abomey-Calavi, établissements scolaires, c'est uniforme. Les élèves des classes d'examen passent les temps de révision. C'est pour réajuster leur niveau en attendant les examens de fin d'année. Le REC Gaba nous en a rendu compte. Et le palu, toujours le palu qui tue en dépit de la journée nationale dédiée à la lutte contre cette maladie. En attendant la célébration dimanche de la 14e édition, le gouvernement dresse le point des impacts de ces actions contre le mal qui tue avec beaucoup moins de bruit que le coronavirus par exemple. Nous vous avons proposé les grandes lignes de ces actions dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal donc. Merci d'avoir été là. Je vous vois demain, plaise au ciel. Bonsoir.